Et j'ai juste une petite question. J'aimerais comprendre. Quelle est la différence entre un kémite et un athée? Quelle est la différence entre un kémite et un athée? Oui, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Euh, euh, un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'un Dieu. Tu vois? C'est OK. quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'un Dieu. Et donc le kémite Euh, n'a pas besoin de croire pour exister, c'est bien cela? voilà, le kémite, oui, il n'a pas besoin de croire en tant que tel, mais le kémite, en réalité, c'est quoi? Être athée, c'est juste une posture intellectuelle à propos de la question de l'existence de Dieu. Mais être kémite, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de posture sur l'existence de Dieu. On ne se définit pas comme kémite en fonction de si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. On Ah, se définit d'abord, voilà. On se définit d'abord, ça c'est des choses qui peuvent venir après dans la question de la spiritualité africaine, mais en réalité, être kémite, ce n'est pas d'abord une question de savoir si Dieu existe ou pas, c'est d'abord une question d'identité culturelle et spirituelle, enfin, pardon, identité culturelle multimillénaire. C'est-à-dire que kémite, ça vient de kem qui veut dire noir. En réalité, si on te demande qui es-tu, tu diras tu es une femme noire, n'est-ce pas? oui, exact. Le problème, c'est que le mot noir, ce n'est pas dans ta langue. Et donc, le mot noir n'étant pas dans ta langue, il faut être noir en réalité, ce n'est pas seulement avoir la couleur de peau noire, mais aussi partager une identité culturelle qui fait que il y a des traits culturels chez toi qui feront que tu seras toujours plus proche de l'Antillais, de l'Haïtien, de Burkinabé, du Congolais, du Sud-Africain, ainsi de suite, que tu ne seras proche du Finlandais, de l'Allemand, tu vois, un petit peu de l'Ukrainien, par exemple. Par contre, Donc, question pour vous ce en que j'essaie fait de, d'expliquer, en fait de oui, ce que juste, j'entends, je me demande est-ce que un kémite, est-ce que c'est réservé seulement aux Africains de souche? La raison pour laquelle je pose la question, moi par contre, je suis haïtienne. Souvent, on nous a dit que les Haïtiens, les Antillais, bien que oui, nos esclaves, nos ancêtres, pardon, sont les esclaves africains, on ne nous considère pas forcément comme étant des Africains. Et donc, j'aimerais savoir appartenir au mouvement kémite, est-ce que c'est réservé tout simplement aux Africains de souche? non. Pas du tout. Je t'explique. Il n'y a pas plus légitime que toi pour être kémite. Tu vois? Je t'explique. Mhm. Justement, c'est pour ça que tu dois comprendre c'est quoi être kémite. Dans le mot kémite, il y a kem qui veut dire noir. Ça veut dire que le mot noir, c'est en français. Donc, quel mot on peut utiliser pour exprimer, n'est-ce pas, notre identité, d'abord biologique, puis ensuite culturelle? Eh bien, vu qu'on peut... Africain, bon, oui, mais le mot africain, quand on regarde étymologiquement et dans l'origine, c'est pas vraiment nous-mêmes qui nous sommes appelés comme ça, c'est plus les Européens qui ont appelé les Africains comme ça, avec Ifrikos, Ifriqiya, une ethnie berbère, puis ensuite après, ça c'est le nom s'est généralisé. Donc, ce nom-là n'est pas tellement légitime. Noir, c'est en français, donc c'est pas tellement légitime. Et donc, le mot, on est reparti dans l'histoire, on a vu comment nos ancêtres se désignaient. Quand on a vu que la plus grande civilisation qui a existé de l'époque, c'était la civilisation égypto-nubienne, celle qui avait le plus apporté, et elle était celle des Noirs. On voit que dans cette civilisation, qui était un carrefour où toutes les connaissances africaines se réunissaient, eh bien, les Noirs se désignaient comme étant des Kémites, des Kémétou, des Rémétou, comme on dit, c'est-à-dire que des Noirs. Et donc, le mot kémite, ça vient du préfixe kem qui veut dire noir. Un kémite est donc d'abord une femme ou un homme noir, mais pas n'importe quel noir. C'est un noir authentique, un noir qui est dans son propre paradigme culturel. Le problème de beaucoup de noirs d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne ressemblent pas aux noirs d'avant sur le plan culturel. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, on ne sait même plus qui nous sommes. Mhm. Nous sommes devenus des gens en perte d'identité. Mhm. C'est-à-dire que nous vivons dans la culture des autres. Nous vivons parfois dans une soupe culturelle où
notre identité culturelle d'aujourd'hui est un mix entre la culture occidentale, asiatique, africaine, ainsi de suite, mélangée. Et donc, c'est un truc, un gloubi-boulga. Là, nous sommes des hybrides, voilà. Merci pour le mot dans les commentaires. Hybrides. Donc, beaucoup d'Africains sont dans ce qu'on appelle une forme d'hybridation culturelle. Et cette hybridation-là crée ce qu'on appelle un problème grave. On appelle ça la crise identitaire. Beaucoup d'Africains sont dans une crise identitaire énorme parce que ils ont abandonné leur propre paradigme culturel pour embrasser celle des autres. Et donc, un kémite, c'est un noir donc c'est d'abord quelqu'un qui est noir, mais un noir qui est conscient d'être le représentant d'une culture et d'une tradition multimillénaire. Un Haïtien est un Africain, c'est-à-dire un noir, un kémite. Parce que ce sont des circonstances de la vie qui ont fait que les ancêtres ont subi quelques crimes qui ont été perpétrés, n'est-ce pas, par des barbares de l'histoire, qui ont capturé, ainsi de suite, qui ont fait ce qui s'est passé. Mais comme l'Haïtien avait compris qu'il n'y a pas de libération, qu'il n'y a aucun salut dans la culture, dans la tradition de l'autre, qu'il n'y a point de salut chez celui qui s'éloigne de sa culture, il a compris que il a compris qu'il n'y a que dans la tradition, dans la culture, dans le paradigme culturel africain, que l'Africain peut puiser la force, l'énergie nécessaire pour se sortir de n'importe quelle situation. Et la plus grande situation auquel étaient confrontés des ancêtres, qui sont les miens également, c'était l'oppression de l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une cérémonie, le bois caïmoun, que les gens appellent bois caïman. Ça n'a pas vraiment rien à voir avec le caïman là. C'est là-bas, ils ont puisé ça. Et c'est une tradition que l'on retrouve au Congo. Là, ce qui a été fait dans la tradition du bois caïman, là, on trouve ça au Congo. Jusqu'à aujourd'hui. Et l'autre là, comment il s'appelle déjà Nissimbe. C'est quoi le prénom de Nissimbe? Les amis, dites-moi, le prénom de Nissimbe, comment il s'appelle? Le professeur Kovirek Mireille aussi, de toute façon, a beaucoup étudié sur ça. Il a beaucoup travaillé sur ça. Lasconi. Lasconi aussi a beaucoup travaillé sur ça. Ils ont démontré de manière très claire que la cérémonie, ils ont remonté le bois caïman, ils ont retrouvé la source de ça au Congo, dans les traditions congolaises. Donc l'Haïtien, quand il a voulu puiser la force, l'énergie pour sortir de cette situation d'oppression, il l'a trouvé où? Dans sa tradition, dans sa culture. Il est reparti à la source. Et donc, beaucoup de personnes, voilà pourquoi ils ont conservé le vaudou. Et quand vous regardez, et ça c'est une preuve de la résilience. Donc, en tant que noir, tu es une femme kémite, c'est-à-dire que tu es une mère de l'humanité. On est kémite à partir du moment où on a compris que Sandra est kémite à partir du moment où elle a compris qu'elle est la mère de l'humanité. Qu'en tant que noire, elle est la descendante des premiers êtres de l'humanité, les premiers nés de la création. C'est-à-dire que toi là, tu as les gènes des véritables reines de l'époque. La science te démontre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'humain est apparu en premier en Afrique. Ce qui fait de toi, la femme africaine, la maman de l'humanité. Et à ce titre, c'est une insulte pour toi que de prendre une religion apportée par les enfants de l'humanité. C'est-à-dire que toi, la maman de l'humanité, ça veut dire que c'est toi qui as expérimenté Dieu en premier avant tout le monde. Tu as expérimenté la nature avant tout le monde. Et c'est à toi qu'on va venir des gens qui sont venus après. C'est-à-dire que pendant 200 000 ans, 230 ou 250 000 ans même, si on ajoute, parce que c'est près. Donc pendant environ 250 000 ans, toi, l'Africain, tu as expérimenté la nature. Il n'y avait personne. Parce que les Blancs sont apparus après 20 000 ans seulement. Il y a 8 000 ans à peu près, si on veut être beaucoup plus précis. Il y a 8 000 ans qui sont apparus. Donc on va dire après 20 000 ans. Diop, il te dit que c'est jusqu'à 20 000 ans, on n'a rien.
le noir est le seul partout sur la planète. C'est après 20 000 ans qu'on va voir des éléments vont commencer à apparaître. Donc, il a fallu que des blancs apparaissent et qu'après les blancs, il a fallu qu'il y ait un métissage entre les blancs et les noirs dans la zone du Caucase, dans la zone là où il y avait Sumer à l'époque, pour produire la première race de ce qu'on va appeler les Sémites, qu'on appelle les Akkadiens. Et les Akkadiens sont les ancêtres des Sémites, tels que les Juifs, les Arabes, ainsi de suite, et autres. Donc, eux, les derniers nés de l'humanité, vont venir t'enseigner à toi, premier-né de l'humanité, Dieu. Mais Dieu, c'est la nature. Et la nature, s'il y a bien quelqu'un qui l'a expérimenté sur toute la planète avant tout le monde, c'est toi. L'antériorité des civilisations nègres n'est plus un débat. L'antériorité du noir sur l'étendue de la planète avant toute autre forme d'Homo sapiens est un fait. C'est ce que Diop a appelé, Cheikh Anta Diop a appelé le substrat nègre de l'humanité. Le substrat noir de l'humanité. Et ça a été démontré de manière implacable dans l'antériorité des civilisations nègres. Mythe ou vérité historique. Donc, vous voyez, en tant que tel, tu es héritière d'une grande civilisation et d'une grande culture. Pendant 200 000 ans, tu as été au sommet de tout. Toutes les civilisations étaient les tiennes. C'est toi qui as apporté la science, la médecine, les mathématiques, même les cosmétiques, tout ça là, avant c'est toi, c'est chez toi que ça existait. L'architecture, la métallurgie, quoi encore? C'est même mieux que je te lise tout ce que Diop lui-même dit, parce que il est très intéressant, toutes les phrases, toutes les choses qu'on nous a apportées. C'est dans la page 12. C'est la page 12 de Civilisation ou Barbarie. Attends, je vais te prendre ça. Voilà ce qu'il dit. Page 12 en question, ça est là. Il dit, voilà. Voilà donc, hein, n'est-ce pas? La théorie de l'être, les sciences exactes, l'arithmétique, la géométrie, la mécanique, l'astronomie, la médecine, la littérature, les romans, les poésies, les drames, l'architecture, les arts, toutes ces choses-là. C'est en Afrique que ça a commencé. Hein? La médecine, la chimie, l'astronomie, les gens peuvent ajouter, tout ça, ça a commencé sur le continent africain et on peut le démontrer de manière formelle. Il faut lire Nyosere Kalala Omotunde quand il dit de l'origine africaine du savoir grec. Il t'explique de manière précise toutes ces choses. Donc, et le savoir grec, c'est ça qui a infusé partout en Europe et chez les Romains également. Et il faut lire aussi Philosophie africaine de l'époque pharaonique de Théophile Obenga. Là, il est extrêmement précis sur ça. Vous pouvez lire aussi le livre de Lissapo Yakama, l'Afrique pharaonique, 3400 ou 3500 ans, 3600 ans, 3400, 500 ou 600 ans d'apogée absolue du monde noir. Donc, c'est pour te montrer que ça, c'est même plus des débats qu'on doit tenir. Donc, en tant que tel, à l'époque où tous les autres vivaient dans des grottes, à l'époque où l'humanité, tout le reste de l'humanité était plongé dans une nuit en termes de connaissances, toi, tu avais développé toute la base des sciences. Tu avais développé la base de toutes les sciences et tes civilisations étaient les plus élevées. C'est toi qui as inventé les royaumes, les empires, les premiers rois de l'humanité. Ce qui fait que toi, femme noire, on retrouve dans l'histoire que tu étais reine. On retrouve des reines, des impératrices et autres. Et aujourd'hui, on vient te dire, femme, soyez soumise, à la cuisine. Tu vois un peu. La misogynie, les peuples misogynes vont créer, voilà pourquoi je dis souvent que, à beaucoup de femmes, ce que certaines femmes cherchent dans le féminisme, ainsi de suite, c'est pas la peine d'aller chercher ça là-bas. Il suffit simplement de se réapproprier dans la tradition africaine. On ne peut pas être misogyne si on est africain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce que nulle part dans la tradition africaine, la femme a été considérée comme un être entièrement à part. Parce qu'une des nations misogynes ne peuvent pas avoir de reine. Vous connaissez une reine musulmane? Ça n'existe pas. L'islam, c'est misogyne. Je sais pas, demain, vous allez trouver une reine musulmane, par exemple.
depuis que l'islam a commencé jusqu'à aujourd'hui, depuis 1400 ans, citez-moi une seule reine d'Arabie. Une reine en Arabie, dans des pays, en Arabie, au Yémen, au Koweït, citez-moi une reine. Ça n'existe pas. Les civilisations misogynes ne mettent pas des femmes à la tête de leur... C'est-à-dire que l'Africain ne se sent pas émasculé si une femme est reine. Non, c'est un être humain, elle a un cerveau. On gouverne avec le cerveau. C'est pas vers le Bangala qu'on gouverne. C'est pas vers les noyaux qu'on gouverne. Donc, c'est pas forcé d'avoir le noyau pour gouverner. Il faut avoir un cerveau. Et sur le point de l'égalité du cerveau, on reconnaît que la femme et l'homme, il n'y a pas de supériorité en termes d'intellectuel du cerveau. Il suffit de faire bosser son cerveau. Les deux sont au même niveau. Il y a des cons hommes, il y a des cons femmes, il y a des génies hommes, il y a des génies femmes. Et ça, l'Africain avait compris ça depuis longtemps. Donc l'Africaine qui revient à sa culture, à sa tradition, comprend ça. Donc être kémite, c'est vraiment quelque chose, en gros pour terminer, hein, tu n'as pas besoin, c'est pas réservé aux Africains, ça ne veut rien dire de toute façon Africain natif. C'est un terme qui n'a pas de sens. Kwame Nkrumah disait ceci: je ne suis pas africain parce que je suis né sur le continent africain. Je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Je répète, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique. Je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. Et quand l'Afrique naît en toi, tu deviens ce qu'on appelle un kémite. En réalité, tu peux être né sur le continent africain, mais si tu es bête, si tu es aliéné, ça ne te donne rien du tout. New Sere Kalala Omotunde n'est pas né sur le continent africain. Lequel de nous ici là peut lever son bangala pour dire qu'il est plus garçon que New Sere Kalala Omotunde sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'éveil, ainsi de tout ça, tout. Qui est plus garçon que Omotunde? Personne. Mais Omotunde n'est pas né sur le continent africain. Qui peut dire qu'il est plus garçon qu'Anténor Firmin, l'haïtien, comme tu es haïtienne? Qui peut dire ici là qu'il est plus garçon qu'Anténor Firmin? Qui peut lever même le chapeau seulement du bangala, le chapeau? Non, même pas le reste, le chapeau. Bon, c'est vrai que le chapeau aussi, c'est déjà quelque chose, parce que sans ça, ça compliquerait pas mal les choses. Pas, beaucoup de choses viennent de là. Il y a des gens qui ont déjà vendu la parcelle juste parce qu'on a titillé le chapeau. Bon, tu vois un peu, il a vendu la parcelle des parents, familiales, ça s'est transmis depuis les générations. Bon, tu vois un peu, non? Tout ça là, c'est important. Je comprends. Donc, bon, il ne faut pas t'étonner, il y a toujours le bangala quelque part, ça se manque jamais. Donc, Ne vous voyez un inquiétez peu. pas. Voilà. En fait, Donc, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps, non seulement de m'éduquer, mais aussi de me faire comprendre certaines choses. Et comme je sais que votre live est dédié davantage au débat avec les religieux, je ne vais pas prendre plus de votre temps, en fait, mais simplement, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à ces deux questions. oui, effectivement. Donc, tu vois. Oui, je comprends. Merci à toi. Oui, merci à toi parce que non, mais c'est très important parce que tu as posé une question extrêmement intéressante. Parce que tu sais, il y a quelques vautours hein, que l'on retrouve. Ce sont des aliénés. Tu sais, malheureusement, quand on lit The Miseducation of Black, des Noirs, c'est-à-dire de Amos Wilson, on comprend que beaucoup d'entre nous ont des problèmes. La miséducation, le manque d'éducation des nôtres. Notre peuple souffre beaucoup de manque de connaissances parce que dès que nous naissons, on ne nous éduque pas dans un paradigme africain. On nous éduque dans le paradigme culturel occidental. Nous subissons, après le génocide que nous avons subi, qui est le génocide physique que tes ancêtres, à toi et moi, ont subi, eh bien, nous continuons à subir la deuxième forme de génocide qui a commencé depuis eux aussi, mais qui continue jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle le génocide culturel. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Un génocide culturel. Un génocide culturel, c'est quoi? C'est quand on lave quelqu'un totalement dans son cerveau, on lui fait un lavage de cerveau total pour lui faire oublier son paradigme culturel. Nous évoluons dans un paradigme juridique occidental, paradigme scientifique occidental, paradigme moral, éthique occidental, paradigme, de tous les paradigmes occidentaux. Et ça, c'est grave. L'Africain doit apprendre que dans la question du droit, lui-même, il a sa propre vision du droit, selon sa culture. Sa culture lui apprend à régir les rapports entre les êtres humains dans la société. Quelle est la théorie africaine des rapports entre hommes et femmes? Foulélé, par exemple, Foulélé est un ami sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il a écrit. C'est un écrivain, Foulélé. Il est déjà monté ici, là, sur ce live, n'est-ce pas? D'ailleurs, on doit le contacter pour le réinviter, justement, pour qu'il revienne nous parler. En tant que Kamite, Foulélé t'explique
la philosophie africaine des relations hommes-femmes. Donc, nous avons notre propre paradigme africain des relations hommes-femmes. Mais sauf que je m'inquiète parce que notre paradigme africain des relations hommes-femmes est en train de s'effriter au profit du paradigme occidental. Dans nos couples, les garçons veulent se comporter comme des petits Européens et les filles veulent se comporter comme des petites Européennes aussi. Ça fait surtout les wesh-wesh là, ça se passe beaucoup. Non, c'est-à-dire que beaucoup veulent devenir... Et quand les jeunes mariés, ils se marient, on dirait deux étrangers dans la maison. La fille, elle est là en train de faire de sa Maeva Genam, en train de faire sa Kim Kardashian dans la maison. Le garçon est en train de faire son... Quel abruti encore en Europe là Comment on appelle l'autre con là qui n'a que le Bangala sur Internet Adé Laurent, je ne connais pas trop, hein, mais tout le monde parle de lui. N'est-ce pas? Son frère, son Kev Adams dans la maison. C'est-à-dire que vous avez deux couillons, n'est-ce pas, comme ça. L'un essaye... En fait, il y a deux étrangers, ils ne se connaissent même pas. Le garçon ne connaît pas vraiment la fille parce que depuis qu'ils se sont rencontrés, lui, il essaie de faire son européen. Depuis qu'ils se sont rencontrés, elle aussi essaie de faire son européenne, n'est-ce pas? Et donc, vous avez deux couillons. Ça sert à rien du tout. Et ça gaspille les trucs. Ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas leurs traditions, leurs origines. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas eux-mêmes. Or, si les Africains, les Noirs de manière générale, n'évoluent pas, c'est parce qu'ils ont cessé d'être eux-mêmes. Ils veulent devenir les autres. Est-ce que tu vois un peu? Et ça, c'est... Cessons d'être les autres. Soyons vrais. Soyons nous-mêmes. Vraiment. À l'époque, je me souviens un peu, quand j'avais lu le livre de Thomas d'Assembourg, certes, ça ne parle pas de ça, mais c'était quelque chose qui a préparé aussi quelque part psychologiquement. C'est des choses qui, quand tu sais remettre dans le bon contexte, ça peut... aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de livres que j'ai lus qui n'étaient pas très afro-santé en tant que tel, mais quand on a la capacité de remettre ça dans un bon contexte, ça peut te servir beaucoup. Ça peut te servir beaucoup. Merci encore d'avoir pris le temps de me faire voir toutes ces choses et aussi pour la parcelle d'éducation que tu as pu mettre en moi. Et donc, je te souhaite un très bon live et une très bonne soirée. Mais d'accord, mais est-ce que tu es marié d'abord? Mon cher Médusa, je ne pense pas que nous vivions dans le même pays. Là où je suis, il fait très froid. Mais non, ça c'est pas un problème. C'est un petit voyage et ensuite automatiquement. Ah, il faut garder l'esprit sur le travail, hein? Mais tu sais que l'amour permet de braver le froid. Hein? Comment l'autre couillon là, comment elle chantait déjà? J'ai bravé des silences. Je sais les rivières, je sais le froid. Non, mais je te dirais en fait... Sans Sandra, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, Monsieur Médusa. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Ça se trouve, c'est un main Jésus là, toi, noir. Merci encore. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Une bonne soirée à toi aussi. Merci, au revoir. Je suis déçu. Elle m'a brisé le cœur. C'est grave. Est-ce qu'une femme peut monter là pour venir remonter le moral, s'il vous plaît? Il faut qu'une femme vienne me remonter le moral, c'est grave. Bientôt, un garçon va monter et puis il va commencer à raconter n'importe quoi, il va m'énerver. Si un garçon va monter, après il va m'énerver, je vais lui taper une planche sur le bangala. Hein? Et puis vous les garçons qui êtes dans les commentaires, on vous a déjà tapé une planche sur le bangala, une planche. Tu n'as jamais crié comme un adolescent, enfin l'adolescent encore même. Question concernant la spiritualité ou le mouvement kémite. Parce que j'ai très souvent des débats avec... Mais pourquoi tu parles comme ça là? Il y a la chambre des parents. Attends d'abord, pourquoi tu parles comme ça? La chambre des parents est à côté ou bien? Non, c'est parce que j'étais couché là depuis très longtemps, je suis le live. Et du coup, voilà quoi. Mais parle un peu fort. Oh, je peux parler fort, mais il y a ma chérie là qui dort à côté, du coup, je veux pas la déranger. Ah. Toi, tu as quel âge? Tu dors déjà avec des chéris à côté comme ça? Peut-être que ta voix, tu as l'air d'être jeune. Hein?
Non, je suis un adulte. Vous commencez très tôt la Non, non, génération. non, Hein. non. Je suis pas un petit. Ah, donc c'est juste la voix. Ouais, peut-être. Ok. Donc tu disais? Et donc, je fais pas mal des débats avec des amis qui sont musulmans ou chrétiens et tout. Et j'ai eu à discuter avec un qui m'a posé des questions auxquelles j'ai pas pu répondre parce que j'avais pas justement forcément la réponse. Il m'a demandé qu'est-ce que nous qui étant kémites, comment est-ce qu'on explique l'existence humaine? Comment est-ce qu'on l'homme est en venu à exister? Le kémite Et est un scientifique. Je te réponds sur cette question-là. La science, ce sont les kémites qui sont à l'origine de la science. On ne peut pas nous s'éloigner de la science alors que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de la science. Tu vois? C'est nous qui sommes à l'origine de la science, c'est nous qui avons appris à l'humanité à marcher dans la voie de la science. Et donc, nous ne pouvons pas renier la science parce que ça n'aurait pas de sens. d'accord. Si nos ancêtres ont mis en place des méthodes telles que le dit, quand tu prends le papyrus de Yamessou, sur le papyrus de Yamessou, il est écrit « méthode correcte pour investiguer la nature ». Pour comprendre l'univers, on va dire. Hein? Méthode correcte pour comprendre l'univers, donc comprendre la nature. D'accord. Donc ça veut dire que nos ancêtres concevaient la science comme une méthode correcte pour connaître, pour comprendre l'univers. Comprendre la nature. Et donc quand on veut comprendre d'où vient l'être humain, il faut se fier à cette méthode qui, depuis que nos ancêtres l'ont mis en place jusqu'à aujourd'hui, elle est la meilleure méthode pour savoir expliquer, n'est-ce pas, l'être, c'est-à-dire ce qui fait partie de l'état, philosophiquement parlant, pour ceux qui connaissent un peu la philo. Donc, à ce titre-là, la science nous explique d'où vient l'être humain. Et l'explication scientifique, elle est la plus solide. Est-ce que tu vois? Donc, nous devons faire confiance à ce que dit la science. Et si nous ne sommes pas d'accord, si nos enfants ne sont pas d'accord avec ce que dit la science, ils doivent s'instruire, se documenter et contredire la science, comme le dit Cheikh Anta Diop, à compétence égale la vérité gagne toujours. Il faut se former. Il dit formez-vous rigoureusement. Donc s'il y a des Africains qui pensent que non, ce que dit l'évolution des espèces est une science, la science te dit que l'être humain est le fruit d'une évolution. C'est ce que montre la génétique, l'anthropologie, la paléontologie, la biologie, la géologie, ainsi de suite. Voilà, la physique, la chimie, toutes ces sciences sont d'accord, la zoologie, ainsi de suite, sont d'accord pour dire l'être humain est le résultat d'une évolution. Nous avons évolué. Nous faisons partie, et beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. On ne peut pas mentir. On a évolué. D'accord. Donc, maintenant, la théorie de l'évolution est une vérité scientifique pour le moment. Maintenant, s'il y a des Africains qui ne sont pas d'accord avec l'évolution des espèces, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'ils doivent se former rigoureusement en sciences pour ne pas contredire, la botanique aussi bien évidemment, pour ne pas contredire seulement avec la spéculation. Sinon, les gens ne vont pas nous respecter. Quand Cheikh Anta Diop s'est levé et puis a dit que les Égyptiens antiques étaient des Noirs, s'il s'était contenté simplement de son intuition, s'il s'était contenté de faire de la spéculation, eh bien, il n'aurait pas écrasé tout le monde lors du colloque du Caire, ou un débat entre des experts qui étaient venus là uniquement pour tenter, n'est-ce pas, de marmailler. Mais lui et Théophile Obenga, même l'ONU reconnaît qu'il y a eu un véritable déséquilibre dans les arguments. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient trop loin. Ils étaient trop techniques. Ils avaient tout prévu. Donc, c'est pour t'expliquer que s'il y a des Africains qui refusent ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils doivent réussir d'abord, à démonter les arguments
dans la botanique, dans la physique, la génétique, la chimie, oui, l'UNESCO, voilà. La physique, voilà, toute la paléontologie, l'archéologie, ils doivent démontrer que tout ça, c'est faux. Et une fois qu'ils ont démonté, et puis démonter, ce n'est pas seulement nier, hein, ils doivent prouver scientifiquement que ça ne tient pas debout, avec des papiers scientifiques publiés, n'est-ce pas? Et ensuite, eh bien, ils proposent maintenant un raisonnement scientifique, une théorie scientifique, une explication scientifique beaucoup plus cohérente, qui sera meilleure que la leur. C'est comme ça qu'on va se faire respecter, pas en polémiquant. Est-ce que tu vois un peu? D'accord, ouais, je vois. Voilà, on ne doit pas être des idéologues, voilà, exactement, comme disait Diop. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la science nous explique comment l'être humain est apparu, et l'explication scientifique est confirmée par la réalité elle-même. C'est ça. D'accord. Et aussi, bon, pendant nos échanges, j'ai eu à signifier que est-ce qu'il conçoit que ce soit normal pour un adulte de marier un enfant? Il a dit que... Inconcevable. Il a dit, dans sa logique, il a dit que partout, sur toute l'étendue du territoire genre terrestre, dans toutes les civilisations, à une époque, c'était normal. Et c'est quoi? C'est l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui de l'Occident qui fait que nous, on pense que c'est pas normal. Pourtant, pendant des années, ça existait, et même en Afrique, ça existait. Je lui ai dit non, mais j'avais pas les preuves pour lui dire que c'est, voilà, dans aucune, après, je sais pas aussi si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Mais j'avais pas de preuves pour lui dire, mais je sais que c'est pas un fait, africain, enfin, kémite. Voilà. C'est faux. Chez moi, par exemple, on fait pas ça. Demandez n'importe quelle personne de chez moi, on ne marie pas les enfants. Déjà, je mets au défi une personne qui vient de chez moi et puis me dire où est-ce que des mariages des enfants se font. Ils vont te dire que non, ça ne se fait pas du tout. Donc, c'est pas dans toute tradition que l'on retrouve ça, ces choses-là. D'abord, c'est faux. Et en plus de ça, ce serait attribué, une fois de plus, ce genre de phrase-là, c'est attribué aux Européens. Pourtant, les Européens, je rappelle qu'il y a quelques années seulement, autorisaient le mariage avec des enfants. Hein. Les rois, la France a interdit le mariage avec des enfants très récemment. Hein. Je rappelle qu'encore dans les années 80, des intellectuels français signaient encore des Matzneff, les Jack Lang, les Enthoven père, signaient une tribune où il y avait 80 personnes qui avaient signé pour interdire, vous savez, le mouvement interdit d'interdire, pour interdire à l'État français d'interdire le mariage avec les enfants. En gros, pour exprimer leur indignation du fait que l'État a interdit le mariage avec les enfants. Encore, hein. Et je vous invite à aller vous renseigner sur les études. J'ai fait un live ici, là, mais on va refaire le live en question sur Alfred Kinsey, hein, et puis le rapport Kinsey. C'est une horreur absolue. Hein. Donc, l'Occident a eu un passé extrêmement récent de ça. Et les rois français, tous les rois français, là, mariaient des enfants. Hein. Toutes les reines françaises elles ont été mariées quand elles étaient des gamines. Donc, c'est même pas une affaire de roi, même très récemment. Le mariage était encore possible en France. C'est seulement récemment qu'on a autorisé, qu'on a dit qu'il faut passer à 18 ans. Dans les années 80, là. Avant, on pouvait se marier à partir de 15-13 ans en France. Ça posait pas de problème. Donc, ce n'est pas l'Occident qui a appris aux gens à ne pas le faire. C'est faux. L'Occident aime bien s'attribuer des mérites qu'elle n'a pas. Dans les cultures et traditions africaines, on ne le fait pas. Maintenant, on peut trouver quelques éléments, quelques personnes qui font des mariages. Si on veut être totalement honnête, on peut trouver, n'est-ce pas, dans certaines traditions en Afrique, des gens qui font des mariages où ce qu'on appelle le mariage arrangé. Ils font des mariages arrangés, n'est-ce pas, où parfois, et là je suis contre ça, bien évidemment, c'est ce qui me rend supérieur à un religieux, et ça je suis contre ça parce que ça ne reflète pas les principes fondamentaux de la Mahat. Et comme je disais,
il y a plein de choses qui se sont introduites, qui sont infiltrées dans les traditions africaines qui ne sont pas bien. Tu vois? Il y a plein de choses qui sont infiltrées dans les traditions africaines qui ne sont pas bien. Et il y a aussi plein de choses que les gens faisaient avant. Par exemple, le concept d'adolescence, selon les traditions, était un peu fluctuant. La mortalité infantile était très élevée à l'époque. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants mouraient. Et donc, on n'attendait pas d'attendre 18 ans, n'est-ce pas, pour se marier. En général, on se mariait un peu avant 18 ans parce que la mortalité infantile était très élevée parce qu'il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de... ainsi de suite. Bon, vous connaissez, hein, des soins médicaux, les hôpitaux, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, l'espérance de vie, globalement, était un peu plus réduite avant qu'aujourd'hui. Et donc, les gens se mariaient un peu plus tôt. Mais ce qui est bien avec une tradition, c'est que les traditions s'adaptent au temps qui passe. Les traditions, ce n'est pas un Dieu qui les a dictées, ce sont des êtres humains. Et donc, nous, quand il y a quelque chose qui est mauvais dans la tradition, on sait critiquer, on sait remettre en cause, et surtout, on sait adapter la tradition au monde, qu'on appelle ça, à la modernité. C'est ce qui fait notre grandeur. Étant donné que la tradition est humaine, on peut l'adapter à la modernité. Par contre, si c'est un Dieu qui nous avait dit qu'il faut se marier avec les enfants, on n'aurait jamais pu le faire. C'est comme en islam. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en islam, c'est Allah qui a dit qu'on peut marier les enfants. Aucun musulman ne peut aller à l'encontre de ce que leur Allah a dit. Alors que chez nous, ce n'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, on sait, la science que nous avons nous-mêmes mis en place a fini par nous démontrer que marier les enfants, eh bien, c'est dangereux parce que ça crée des traumatismes sur le plan psychologique et en plus, ça peut créer des traumatismes physiques aussi, n'est-ce pas? Des hémorragies, et ainsi de suite. Donc ça peut poser des problèmes, des déchirures. Voilà. On adapte la tradition. D'accord. Et c'est ce qui fait notre supériorité par rapport à eux. Ok. Et aussi, il a dit, bon, pour nous, quel serait le but de vivre? Quel est le but? Quel est notre but sur la terre? On vient en vie, pourquoi? Parce que lui, il dit par exemple, eux, les musulmans, eux, c'est de connaître, d'apprendre à connaître Dieu. Mais enfin Dieu, Allah. Mais nous, quel serait notre but à nous de notre existence, de l'existence humaine? Quel est le but de l'existence humaine? Ouais. Intéressant. C'est la grande question, c'est une question presque philosophique. Hein. En réalité, cette question, en fait, on peut te donner plein de réponses sur ça. Quel est le but de l'existence? Pourquoi est-ce que nous vivons? Chaque culture et chaque tradition a apporté sa propre réponse au but de l'existence, à ce pourquoi. Le but premier de la vie, c'est de se perpétuer elle-même. La vie cherche toujours à exister, par tous les moyens. Donc le but premier, c'est de trouver un moyen. Et tu verras que par tous les moyens, la vie cherche à se conserver elle-même. La vie cherche toujours à se conserver. À peine tu as fait rentrer le Bangala que, voilà, elle est tombée enceinte. Est-ce que tu vois un peu? Vous avez fait seulement une fois, et la vie en a profité pour naître en elle. La vie cherche toujours un moyen pour continuer, à exister. Maintenant, dans la, dans la philosophie proprement africaine, l'être humain, son objectif quand il vit, c'est d'évoluer, apprendre des connaissances, transformer la nature, laisser une empreinte avant de passer de l'autre côté. Parce qu'en réalité, en Afrique, on considère qu'il y a l'existence et la vie. Considère l'existence comme une droite qui est tracée. Et puis, il y a des séquences. Tu mets un trait à gauche et un trait à droite au milieu de cette droite-là. Le trait à gauche signifie le début de la vie, le trait à droite, la fin de la vie.
C'est-à-dire que donc, et la droite là, c'est elle qui est l'existence. Donc l'Africain considère qu'il y a ce qu'on appelle l'existence et que la vie n'est qu'une séquence de l'existence qui commence à la naissance et qui s'arrête à la mort. Ce qui veut dire que, en réalité, tu existais avant de naître et tu existeras après la mort. Et la séquence de l'existence qu'on appelle vie, qui commence à la naissance, qui s'arrête à la mort, le sens de la vie, c'est toi qui vas le déterminer toi-même. Au-delà des contraintes, n'est-ce pas, au-delà de ce qu'on peut appeler le déterminisme naturel, c'est toi qui détermines quel est le but, le sens que tu vas donner à ta vie. Quel sens souhaites-tu donner? Il y a des gens qui ont décidé de donner à leur vie un sens de criminel. Ils sont devenus des criminels. Mais pour toi et moi, en tant que garçon, par exemple, en tant qu'homme, quel est le sens de la vie d'un homme de manière spécifique? Un homme doit être responsable. Le sens de la vie d'un homme peut être résumé dans la notion de responsabilité. Dans la notion de responsabilité. Premièrement, un homme doit être responsable de sa famille. Un homme doit être responsable financièrement. Donc il faut se battre pour être un pourvoyeur. Un homme doit être responsable socialement. Un homme doit être responsable dans son langage, travailler son langage quand il parle. Un homme doit être responsable vis-à-vis de sa mère, de son père, de ses parents, de sa famille un peu élastique également. Un homme doit être responsable de ses enfants, savoir prendre soin. Tu dois t'impliquer politiquement, être responsable social, c'est pas dans la société, c'est impliqué dans la politique. Tu vois? Bon, lui, je lui parle à lui parce que c'est une femme aussi, mais là je lui parle à lui parce que lui c'est un homme. Tu vois un peu par exemple. N'est-ce pas? Donc, tu dois, et quels sont les objectifs que tu te fixes? En réalité, le sens, il n'y a pas un sens spécifique à la vie. Chacun de nous va décider du sens qu'il donne à sa propre vie. Et si tu ne fais rien de ta vie n'aura aucun sens. Mais si tu décides de lui donner un sens, c'est le sens que tu donneras à ta vie qui sera le sens de la vie. Ok. Sucrète, faut que tu montes un peu. Je vais vous présenter Sucrète. On va bientôt se marier, elle et moi. Ah, elle a envoyé un cœur. Tu vois, non, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Ok. Elle s'appelle Sucrète en plus. Je crois que de tout, j'avais plein de questions, mais qui ne sont pas là forcément. Mais merci déjà de m'avoir éclairé sur ces sujets-là. Merci. Du coup, je pourrais davantage débattre un peu plus avec enfin, je peux pas dire la petite connaissance, mais ce bout de connaissance que tu viens de m'apporter. Moi aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on puisse organiser ce genre de panel-là un peu plus souvent, genre le fait d'enseigner. C'est vrai que quand tu débats avec les religieux, ça enseigne aussi. Mais nous, il y a des questions qu'on n'a pas forcément, genre, des réponses. Et on veut certaines des réponses à certaines questions qui ne sont pas forcément dans les Bibles ou dans les Corans. Donc, du coup, les religieux ne vont pas forcément émettre ou genre ne vont pas forcément comment est-ce que je peux dire ça? Ne vont pas forcément dire ou éventuellement genre prononcer ce genre de ou même frôler ces questions-là. Donc c'est mieux d'enseigner. Dans un live spécial où les gens vont monter poser des questions ou bien d'enseigner plutôt? Voilà, enseigner, prendre aussi des questions parce que même si avoir des questions, des kémites, dont des personnes comme moi qui sont toujours, bon moi je vais pas